En manchette, aujourd'hui, la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre voit son statut renouvelé par l'UNESCO pour une période de 10 ans. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 25 janvier, Alain Bellumeur au pupitre. Donc, la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre conserve son statut. Cette prestigieuse désignation a été conservée au terme d'un examen périodique portant sur les réalisations, les actions et les plans de la biosphère, examen qui s'est conclu à la satisfaction de l'entité onusienne basée à Paris. Rappelons que le statut de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre a été décerné par l'UNESCO en 2000. Et c'est avec un grand honneur que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a repris le mandat de la coordination de la biosphère il y a maintenant 3 ans. Donc, la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, dont le territoire s'étend sur toutes les municipalités adjacentes au lac Saint-Pierre, dont la MRC de Dautré, s'est donné pour mission de soutenir l'harmonisation entre les usages du territoire et sa biodiversité en effectuant une sensibilisation et une mobilisation des collectivités à des pratiques saines et durables. CTRB a eu la chance de rencontrer Henri-Paul Normandin, le président de l'organisme. M. Normandin nous parle de cette nomination et du rôle de la ZIP du lac Saint-Pierre. Le comité ZIP du lac Saint-Pierre, c'est la zone... Comment... Le ZIP, c'est un acronyme, là. L'acronyme, ça veut dire Zone d'intervention prioritaire. Je vais vous dire d'entrée de jeu que c'est pas le nom le plus génial qui existe, le ZIP, mais c'est un nom qui nous a été donné finalement par le gouvernement du Québec parce que ça a été créé il y a 25 ans et suite à des concertations avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, il voulait créer des comités ZIP tout le long du Saint-Laurent pour que des citoyens s'occupent notamment de la qualité de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent. C'était la mission première de la ZIP. Puis à partir de là, on a fait beaucoup de projets qui visent non seulement à préserver la qualité de l'eau, mais aussi les habitats de poissons et tout ça. Alors ça, c'est le travail essentiel du comité ZIP, c'est ça. Et puis on fait beaucoup d'interventions terrain, des projets très concrets sur le terrain. On en parlera tantôt de ça, je trouve ça intéressant. Vous me dites que c'est un projet conjoint fédéral-provincial, mais il faut comprendre que les eaux... Qu'est-ce qu'on parle de fleuves, tout ça? En principe, c'est de compétences fédérales. Bien, c'est mix, c'est un peu compliqué. Les eaux, comme telles, l'eau du fleuve Saint-Laurent, oui. Mais après ça, aussitôt qu'on arrive sur les berges et puis la terre, évidemment, on parle du provincial, il y a les municipalités, bien sûr. Oui. Et puis la gestion de la faune, de la flore et tout ça, c'est partagé. L'environnement, c'est partagé entre le provincial et le fédéral. Les municipalités ont des rôles à jouer. Puis là, on parle juste des gouvernements, des c'est un gros spaghetti, non? C'est un gros spaghetti. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que, on parle, vous me parlez de 25 ans, c'est quand même très bien, là, parce qu'on sait que c'est quand même assez actif, mais est-ce que ça ne crée pas des problématiques justement au niveau des ressources et tout, parce que des fois c'est facile, on le sait, en gouvernement, de se lancer la balle. On va dire, c'est pas chez nous, c'est chez vous. Vous vivez bien avec tout ça, tout ce spaghetti-là? On vit bien avec tout ça. Les deux paliers de gouvernement nous appuient. On travaille avec les deux. On travaille aussi beaucoup avec les municipalités, c'est important. Et puis, oui, on réussit à naviguer à travers tout ça parce que les grands objectifs demeurent les mêmes. C'est sûr que quand on vient dans des enjeux plus concrets, des fois, il y a des choses où est-ce que les gens ont des perspectives différentes, mais ça, il faut composer avec ça. Puis là, je vous parle des paliers de gouvernement, mais on travaille beaucoup, beaucoup ici avec les organismes du milieu. Oui. On est responsable, la ZIP, de ce qu'on appelle la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, qui regroupe des gens de tous les milieux autour du lac Saint-Pierre. On parle des milieux industriels, agricoles, tourisme, des ONG comme les organismes de bassin versant, des institutions d'éducation. Alors, on se concerte tous pour faire en sorte qu'on va préserver le lac Saint-Pierre et on va le mettre en valeur. Donc, vous êtes un OBNL avec 100 employés, là? Oh non, on n'est pas... non, justement pas. Nous, on est à peu près dépendant des saisons, ça va un peu des saisons. On tourne à peu près autour d'une dizaine selon... C'est quand même bon, mais vous ne devez pas vous ennuyer pareil. On ne s'ennuie pas, on a beaucoup de travail, mais encore une fois, c'est qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec beaucoup de partenaires. C'est ça. Vous vous êtes impliqué, vous me dites, ça fait quelques années que vous demeurez à Saint-Ignace. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce comité
comité-là? Parce que tu ne cognes pas à la porte, bon, aujourd'hui, je m'en viens là, ou il y avait un intérêt particulier? Ben moi, c'est un engagement personnel. Mon background, moi, n'est pas directement relié à l'environnement. Je suis un ancien diplomate, je suis un ancien ambassadeur du Canada. OK. Et puis, parmi les dossiers dont j'ai traité, il y a ceux de l'environnement, le changement climatique, la biodiversité. Alors, ça m'a sensibilisé à ça. Puis, quand j'ai déménagé ici à Saint-Ignace, j'ai voulu m'impliquer, j'ai parlé à des gens et tout. Puis là, je suis abouti au comité ZIP. Puis, de fil en aiguille, je suis devenu le président. Mais c'est un engagement personnel. En faveur de l'environnement, mais aussi en faveur de la communauté. D'où on pourrait dire, on peut en venir en conclusion. Votre petit macaron ici, qu'on ne voit pas souvent, mais que j'ai remarqué là, qui était justement quelque chose sur l'ONU. C'est ça, exactement. Ce sont les objectifs de développement durable des Nations unies qui touchent à un éventail de sujets, la réduction de la pauvreté, services de santé, éducation, etc., préservation de l'environnement. Alors, moi qui ai été aux Nations Unies, je le porte fièrement. Félicitations, c'est bon signe, on a quelqu'un d'engagé. On parle du ZIP, du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. On se rend compte aujourd'hui parce que vous avez renouvelé, on pourrait dire, l'accréditation de la zone qui est préservée, là, comment on appelle ça? La réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Donc, on vous parlait que le ZIP existe depuis 25 ans. Donc, il y a eu une première démarche, là, 25 ans, pour faire reconnaître ce milieu-là. Parce que là, on pensait que c'était... Moi, dans ma tête, c'était une nomination, justement, de l'ONU qui était arrivée, puis il avait regardé le petit coin ici, il avait trouvé ça tout beau, puis il avait dit, bon, on nomme ce coin-là. Mais là, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? C'est que c'était une demande officielle qui a été faite, là, 25 ans, pour nommer cet endroit-là. Donc, il y a eu des recherches, des travaux, des choses comme ça. Et là, vous deviez, dans les derniers mois, redire au gouvernement, à l'UNESCO, à l'ONU, de dire hey, on est encore bon, puis on est beau, puis on est fin, puis on a continué notre mission. C'est un petit peu ça le résumé. Tout à fait. La Réserve mondiale de biosphère du Lac-Saint-Pierre, par contre, a été initiée par une autre organisation que la ZIP. Okay. Ça s'appelait la Coopérative de solidarité du Lac-Saint-Pierre. C'est un groupe de citoyens, de citoyennes essentiellement de la région qui se sont mis ensemble, qui ont dit on va essayer de mettre en valeur le Lac-Saint-Pierre, puis on va essayer d'aller chercher cette reconnaissance-là à l'UNESCO. Ils l'ont obtenu en l'an 2000, donc ça fait 20 ans. Alors, il faut lever notre chapeau à ces gens-là, parce que c'est eux qui ont fait le travail initial. Maintenant, à l'UNESCO, il faut renouveler notre statut à tous les 10 ans. Et puis, l'organisme en question, qui a bien parti le dossier, tout ça, un peu comme ça arrive souvent avec des ONG, a perdu un peu de son énergie avec les années. Puis, à un moment donné, il n'était plus capable de faire ça. Alors, ils ont accepté de transférer la responsabilité, il y a seulement 3 ans, au comité ZIP. Okay. Il y a seulement 3 ans au comité ZIP. Alors, nous, on a pris ça en charge, on a fait le rapport à l'UNESCO et tout. Et puis, effectivement, on vient de faire renouveler le statut il y a quelques semaines pour un autre 10 ans. C'était quoi les exigences? Parce que là, on vous dit que on pourrait dire que c'est un regroupement, oui, qui ont travaillé fort, qui ont prouvé que c'était assez particulier, là, parce que les points qu'on peut amener concernant cet espace-là qui est dans le Lac-Saint-Pierre, c'est, on pourrait dire, la qualité de l'eau qui est assez quand même surprenante, la variété, la qualité des poissons. Il y a quand même, il règne les oiseaux aussi, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'oiseaux. Et je pense les plantes aussi. Hein. Tout à fait. C'est toutes des caractéristiques particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde et même au Canada, partout. Là. Tout à fait. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles on a été reconnu par l'UNESCO comme réserve mondiale de biosphère. La première, c'est ce dont vous parlez, la richesse de la biodiversité, essentiellement. Alors, les poissons, la faune aquatique, la faune aviaire et tout, poissons, oiseaux, des plantes aussi et tout. Et peut-être l'élément central aussi, c'est que les milieux humides. Oui. Parce que le tour du Lac-Saint-Pierre, ça représente 50% des milieux humides du fleuve Saint-Laurent. Et vous savez, on parle souvent des forêts tropicales qui sont très importantes. Les milieux humides dans le monde, c'est tout aussi important que les forêts tropicales pour la richesse de la biodiversité. Alors donc, il faut s'en occuper. Je tiens à souligner aussi que quand on parle de la réserve mondiale du lac Saint-Pierre, c'est sûr que le lac est au milieu de tout ça. Ouais. Mais le territoire qu'on couvre est très grand. Ça couvre toutes les MRC adjacentes autour du lac. Alors, c'est quand même un territoire important. Et pourquoi on inclut ces territoires-là? Entre autres, parce qu'il y a des affluents du lac Saint-Pierre et du Saint-Laurent, les rivières et tout. Alors, on a un territoire qui est plus vaste que le lac Saint-Pierre. Ça monte jusqu'à dans les forêts au nord de Lanaudière. Alors, on s'occupe aussi des enjeux de forêt, d'agriculture et tout ça, et du lac.
Alors, ça, c'est la première raison, richesse de la biodiversité. La deuxième raison pour laquelle on a obtenu la désignation et reconduit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans le milieu pour protéger et mettre en valeur les implications, c'est ça qu'on comprend. Voilà, qui sont impliqués. Donc, nous, le comité ZIP, on est un peu au cœur de tout ça parce qu'on est porteur du dossier, mais on travaille avec beaucoup d'organisations. Puis vous savez, le renouvellement, c'est pas automatique. Hein? Non, bien c'est ça là, que j'apprends, là. Et ça, il fallait prouver ça. On a fait un rapport à peu près fait comme ça. Là, ça a pris des mois de préparer. L'UNESCO a envoyé des inspecteurs. Le dossier est allé à Paris. Alors, c'est pas simple. Puis juste pour vous montrer comment c'est sérieux, la Grande Barrière de Corail en Australie, eux, ils n'ont pas le statut de biosphère. C'est un autre statut de l'UNESCO. On appelle ça le patrimoine mondial. Oui. Ils ont passé à un cheveu l'année dernière de perdre leur désignation parce que l'Australie n'en faisait pas assez pour préserver la barrière de corail. On a quoi être fiers, d'abord, on pourrait dire. Tout à fait, absolument. Je pense que c'est une fierté pour l'ensemble de la région. C'est pas rien avoir une reconnaissance des Nations Unies, mais je tiens à souligner aussi que ça vient avec une responsabilité. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Parce qu'il faut continuer à être actif. Une entrevue drôlement intéressante. La suite bientôt sur nos ondes. La Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre fait partie d'un réseau de 19 réserves régions biosphère au Canada. Il y en a 4 au Québec. Et ces régions-là, ces endroits, on œuvre à concilier l'activité humaine avec la protection du patrimoine naturel et culturel. Le renouvellement du statut UNESCO confère un nouvel élan à la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, ce qui lui permettra de poursuivre le travail amorcé de concert avec plusieurs partenaires gouvernementaux, intervenants de la société civile aussi, pour réaliser sa mission au service des collectivités. Donc, la suite de cette entrevue sous peu sur nos ondes. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 25 janvier, les anniversaires, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Yvonne Bélanger et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Pierre Taillon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Frais et dispo à la suite de la période des fêtes, Yves Perron, le député, s'apprête à débuter une nouvelle année. La nouvelle année s'annonce bien sûr chargée sur plusieurs dossiers, en particulier celui du soutien aux petites et moyennes entreprises. Le député en fait une priorité suite au refus du gouvernement de Justin Trudeau de reporter le remboursement du compte d'urgence pour les entreprises, celui de l'aide au secteur agricole qui a subi une saison estivale désastreuse et finalement celui de la progression du projet de loi pour défendre la gestion de l'offre au Sénat, suite à l'appui massif des députés élus de la Chambre des communes. L'appel à l'aide d'urgence au secteur agricole devra aussi être relancé au Parlement puisqu'aucune somme n'a été allouée encore aux producteurs ayant subi
les pluies torrentielles du côté du Québec et les sécheresses de l'autre. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire doit saisir la balle au bon, dit-il. Il est lui-même agriculteur. Il faut qu'il comprenne que si nos producteurs ne se sentent plus soutenus, ils quitteront la profession pour aller ailleurs où ils pourront vivre de leur travail sans avoir à occuper un poste à temps partiel pour arrondir les fins de mois. Il n'y a pas de nourriture sans agriculture. On parle d'une situation qui pourrait mettre en péril à long terme la capacité du pays à nourrir son propre monde. Il faut arrêter de penser aux prochaines élections et agir pour les prochaines générations, de mentionner le député Perron. Ce dernier salue tout de même l'ajout de 10 millions de dollars par le ministre hier à l'enveloppe du Fonds des infrastructures alimentaires locales. On le cite, « J'ai fait des pressions pour voir ces budgets rehaussés à la suite du refus de plusieurs projets québécois sans que leur demande ne soit même étudiée. Les fonctionnaires expliquant aux gens qu'ils avaient dû réduire le plafond de financement faute de fonds. Cette somme d'argent est considérable à première vue, mais quand on comprend qu'elle ne pourra contribuer qu'à 192 projets à travers tout le Canada, on peut réaliser que c'est bien peu pour renforcer notre sécurité alimentaire, a-t-il dit. Le projet de loi C-282 visant à empêcher de céder de nouvelles parts de marché dans la gestion de l'offre, la plus grande bataille du député Perron, doit aussi obtenir l'aval du Sénat pour avoir force de loi. Le porte-parole bloquiste en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre reste optimiste quant à son avancée. On le cite, « Je multiplie les rencontres avec les sénateurs pour les convaincre du bien-fondé du projet de loi. Les procédures sénatoriales peuvent être lentes et je ne tiens rien pour acquis. En parlant franchement et de bonne foi à l'ensemble des sénateurs, incluant les potentiels opposants, je suis convaincu qu'on peut les influencer et leur faire voir l'importance du projet de loi. L'important, c'est d'établir le contact et de pouvoir répondre aux interrogations pour maximiser les appuis. C'est l'essence même de ma démarche, a conclu Yves Perron. Sur ce, on passe à la pause. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lucie Saint-Antoine, survenu le 4 janvier, au CHSLD Le Champlain, à l'âge de 102 ans et 10 mois. Épouse de feu Anthony Bérard, demeurant Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Luc. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dominique Bérard, Lynne Saint-Don, Marie Bérard, Marcel Livernoche, Suzanne Bérard, Yvon Sylvestre, Jacinthe Bérard, François Bérard, Huguette Savoie, Gilbert Bérard, Chantal Ferland, Denis Bérard, feu Manon Duhem, son amie Ginette Boucher, Monique Bérard, Ghislain Wolfe, ses 14 petits-enfants et ses 15 arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs Janine Laurando, feu Gérald de Saint-Antoine, Juliette Lavaude, feu Louis-André Saint-Antoine, lui a précédé sa sœur Marie-Claire Saint-Antoine, feu Gaétan, Bastien, voilà, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 janvier, dès 10h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h. Madame Saint-Antoine Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Le 22 janvier dernier, à 50 ans, est décédé M. Nicolas Carrier, fils de Lise Lévesque et de feu Roger Carrier, conjoint de Martine Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et sa conjointe, sa fille Frédéric Carrier, sa belle-fille Charlotte Sainte-Marie, Maxime Aymon, sa petite-fille Florence Aymon, son frère Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses nièces Émilie et Sarah, sa belle-sœur Lise Grégoire, Pierre Poliquin, son neveu Vincent Hubert, Alicia Damour, Lucie Blanchard et sa fille Jade
Gobeil, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas pour soutenir la recherche en santé mentale. La famille vous accueillera vendredi 2 février dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 16h. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier, à 84 ans, est décédé M. René Rondeau, conjoint de Thérèse Alain, fils de feu Émilien Rondeau et de feu Marie-Anne Majot, demeurant à Québec, natif de Saint-Gabriel de Brandon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et ses sœurs, feu Camille Rondeau, feu Roland Rondeau, Gérald Rondeau, feu Marie-Jeanne Rondeau-Paquin, Roger Rondeau, Robert Rondeau, Claire Sylvestre, Thérèse Rondeau, Marcel Blanchette, Thérèse Alain, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 février dès 13h à la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle à 15h. À son domicile, le 12 janvier dernier, à 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de Lisette Foltz, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Josée Coulombe, Patrick Leblanc, Jocelyn Coulombe, Sylvie Simard, Nina Coulombe, Martin Fafard, ses petits-enfants, Gabriel, Noémie, Camille, Simon et Laurence, ses arrière-petits-enfants, Pénélope, Mira, Maxence, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Jacqueline Foltz, Jean-Paul Savaria, Jean-Claude Foltz, Michel Hermery, Céline Moreau, Gilles Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 4 février, 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Au centre d'hébergement Le Château, le 22 janvier dernier, à 76 ans, est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères Claude, Lina et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex, Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs Louise, André, Alain et France, Léo et Diane, Manon et Denis, Nathalie et Marc, Maryse et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 10 février, dès 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour, à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier dernier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gaboury, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants. Claudette Gaboury, feu Judd McInerney, Mario Gaboury, Louisette Carbonneau, voilà. Michel Gaboury, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gaboury, sa belle-sœur Violette de Grandpré-Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche, le 11 février, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h30. Au CHC du Château de Berthier, le 7 janvier dernier, à l'aube de ses 101 ans, est décédée Mme Florida Godin, épouse de feu Paul-Auguste Chevalier, fille de feu Alexandre Godin et de feu Bernadette Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil sa fille André Chevalier, Gaston Bergeron, ses petits-enfants, Christine Bergeron, Franck Aude, Jean-François Bergeron, Lame Fou, Marc-André Bergeron, Raquel Colares,
son filleul Marc Guévremont, France Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 17 février dès midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Florida Godin-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le 17 janvier dernier, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Sylvie Rouleau, fille de feu Viateur Rouleau et de feu Carmel Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Élisabeth, Julien Grandmaison, son fils William, Jade Cloutier, ses frères et sœurs René, Marie-Claude Leblanc, Denis, Jean, Chantal Tremblay, Diane, Marie, Hélène, Michel Simard, Ginette, Pierre, ses neveux et ses nièces adorées, Pascal, Adèle, Michel et Stéphanie, Mathieu, Alexandra, Mélanie et Sonia, ses 2 belles croquettes, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 17 février de 19 à 22 h et dimanche le 18 février dès 11 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu au salon le dimanche 18 février à 15 h. Ça se déroulera en la chapelle du complexe. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 14 janvier, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Odile Drainville, épouse de feu Gilles Poulette et mère de feu René Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Davila, Céline, Agathe, Claude, Clémence, Pierre et Daniel, ainsi que Normand et André Poulette. Elle laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 février dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Mme Drainville sera inhumée à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, température de -3, un temps ressenti de -7. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -4, un temps ressenti de -10, environ 1 cm de neige. Vendredi matin, ce sera de la faible neige, une température de -2, un temps ressenti de -7, environ 1 cm de neige. Vendredi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Vendredi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -4, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 25 janvier sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. On se retrouve pour la prochaine édition du bulletin d'information sur nos ondes demain. À bientôt.